Être petit ne signifie pas nécessairement être insignifiant ou incapable. Israël en est la preuve. Depuis sa fondation, le pays a tenu bon contre des probabilités improbables, et ce à plusieurs reprises. Les forces de défense israéliennes font l'envie de nombreux États membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Le pays déploie une armée coûteuse et de haute technologie qui comprend des systèmes de défense aérienne et antimissiles de pointe, des avions de combat furtifs, ainsi que des capacités avancées de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Pendant ce temps, les industries israéliennes ont produit un lot d'armes impressionnantes, allant des drones, des chars et des missiles aux satellites et à la cybersécurité. Oui, Israël s'est bien débrouillé en termes de création d'une industrie aérospatiale et de défense indigène, et le monde a pris note. Le minuscule Israël se classe parmi les 10 principaux exportateurs d'armes majeurs à l'échelle mondiale. Les armes israéliennes ont été utilisées de manière large et variée, parfois même en inclinant le champ de bataille tactique. Pourtant, c'est précisément cette quête de supériorité high-tech contre des adversaires low-tech comme le Hamas qui a obscurci sa prévoyance, suggérant que les Israéliens pourraient être plus habillés pour le commerce de parade et pas nécessairement pour la bataille. Avant de passer à la vidéo, je dois vous parler rapidement d'une autre prolifération technologique, le marché des courtiers en données. Ce qui se passe, c'est que vos informations personnelles telles que votre nom, vos identifiants, votre numéro de sécurité sociale, votre adresse, etc. sont emballées et vendues ou publiées en ligne sans même que vous en soyez informé. Je trouve cela frustrant. Jusqu'à il y a quelques mois, je recevais ces étranges appels automatisés de l'étranger, ma boîte de réception était souvent remplie de courriels indésirables, et ainsi de suite. C'est là que Incogni intervient. Il sort et fait des demandes à des centaines de listes de courtiers en données et essaie de me retirer de la liste. D'après la loi, ces entreprises doivent se conformer. Le processus est incroyablement fastidieux par conception, donc la plupart des gens ne se donnent même pas la peine. Cependant, Incogni rend ce processus facile et automatisé. Depuis que je me suis inscrit, mon téléphone est plus silencieux, mes emails sont plus concentrés et je me sens beaucoup mieux, en sachant que mes informations personnelles ne sont pas abusées par des entreprises utilisant mon historique de navigation pour augmenter mes primes. Il y a un lien dans ma description. C'est Incogni.com/Caspian Report. Inscrivez-vous au plan annuel pour une réduction de 60%. Vous optez pour le plan annuel afin qu'Incogni puisse constamment vous retirer de ces listes car vous êtes toujours ajouté à de nouvelles listes. Cliquez sur le lien aide à soutenir la chaîne. Veuillez utiliser le lien pour bénéficier de la réduction. Merci à Incogni pour le sponsoring de la vidéo d'aujourd'hui. Israël est un acteur majeur sur le marché mondial des armes, mais ce n'est guère une nouvelle. Ceux qui désapprouvent le pays le trouvent source de ressentiment, tandis que ceux qui approuvent Israël le trouvent source d'émancipation. Mais quelle que soit la préférence politique, comprendre l'industrie des armes israéliennes, c'est comprendre l'État d'Israël, surtout en ces temps polarisés et troublés. Lorsque le pays a vu le jour, son armée était constituée d'une bande hétéroclite de milices qui avaient à peine les moyens de produire des munitions pour leurs armes à feu. Le gouvernement a dû importer des armes des industries de défense établies, souvent de manière clandestine et illégale. Bien que cet arrangement ait bien fonctionné pendant les premières années de construction de l'État, dans les années 1970 cependant, les choses ont pris un tournant pour le pire. Les législateurs israéliens ont commis une terrible erreur géopolitique. Jusqu'à cette période, la France était le fournisseur principal d'armes d'Israël. Mais après la guerre des 6 jours en 1967, les Français ont décidé autrement et ont brusquement coupé les liens avec Israël. Plus d'avions de guerre sophistiqués et de chars. En même temps, les Soviétiques ont commencé à déverser d'énormes quantités d'armes sophistiquées dans les nations arabes environnantes. Peu de temps après, en 1973, un autre conflit armé dévastateur a éclaté. C'était la 4e guerre majeure entre Israël et les États arabes. Israël est sorti victorieux à nouveau, mais la prochaine vague d'hostilité était déjà en préparation et il n'y avait aucune garantie qu'Israël bénéficierait de la supériorité militaire la prochaine fois. Plus important encore,
le conflit de 1973 a révélé une vulnérabilité stratégique pour les Israéliens, leur dépendance envers les fournisseurs militaires étrangers. Si Israël devait survivre aux prochaines décennies, il devait faire quelque chose de différent, de manière radicale. Et puisqu'il ne pourrait jamais égaler les Arabes en termes de main-d'œuvre, d'armes et de finances, Israël doit innover ou disparaître. Ce danger imminent d'annihilation totale était une force motrice pour une réforme à l'échelle nationale. Cela a aiguisé l'esprit, et comme ça, Israël s'est lancé dans un vaste programme pour favoriser de nouvelles industries de défense. Les législateurs israéliens ont puisé dans la tradition juive de l'érudition et ont orienté ces ressources humaines vers la recherche et le développement. Une proportion substantielle du produit intérieur brut y a été consacrée plus que dans n'importe quel autre pays. En même temps, une nouvelle unité militaire connue sous le nom de projet Talpio a été créée, où les recrues avaient pour mission d'observer et d'innover. Les membres de Talpio avaient précédemment démontré une capacité académique exceptionnelle en sciences et un potentiel de leadership. Ils ont été sélectionnés et intégrés dans chaque branche de l'armée israélienne, de l'infanterie, de l'artillerie et du génie à l'intelligence et à l'aérospatiale. Les recrues de Talpio ont appris les tenants et aboutissants de l'armée, puis ont rejoint le programme de recherche et développement. Des programmes de formation similaires ont été créés plus tard pour attirer encore plus de talents dans les rangs de l'armée. Par exemple, un programme spécial a été mis en place pour encourager l'emploi des anciens combattants dans les entreprises de haute technologie et d'ingénierie. Donc, si vous faisiez partie d'un équipage de chars et que vous aviez de l'expérience dans la guerre blindée, on vous encouragerait à participer au développement de véhicules de combat. De plus, alors que ces réformes étaient appliquées, Israël a fait quelque chose d'autre qui était assez inhabituel. Il a démantelé la bureaucratie qui séparait les officiels militaires des scientifiques et des entrepreneurs. En conséquence, l'armée a pu communiquer ses besoins rapidement et efficacement aux législateurs, investisseurs et académiciens. Cette étroite connexion a ensuite été appliquée au sein même de la hiérarchie militaire. Par exemple, alors que la plupart des forces armées désapprouvent les disputes entre officiers supérieurs, en Israël, cela est devenu une pratique acceptable. Les soldats subalternes étaient libres de discuter avec les officiers supérieurs, car cela favorisait la créativité et rejetait la pensée de groupe. À ce jour, ces réformes restent uniques à l'État d'Israël, et elles sont presque impossibles à reproduire, car aucune autre nation ne vit au bord de la destruction. Dans les années qui ont suivi, l'industrie de défense indigène israélienne a prouvé son ingéniosité face aux réalités stratégiques et tactiques. Par exemple, dans les années 1970, pendant la guerre d'usure sporadique entre Israël et l'Égypte, les Israéliens manquaient de renseignements sur les déploiements militaires de l'Égypte sur le front de Suez. À l'époque, la péninsule du Sinaï était sous contrôle israélien suite à la guerre des 6 jours en 1967. Israël avait besoin de renseignements sur ce qui les attendait de l'autre côté des rives. Alors, les chercheurs israéliens ont développé un avion jouet qui pouvait voler pendant de longues périodes et porter une caméra. C'était le premier drone espion militaire et il a fourni des renseignements inestimables sur les tranchées égyptiennes construites le long du canal de Suez. Le succès de cet avion jouet a jeté les bases des drones israéliens haut de gamme que nous connaissons aujourd'hui, et les drones qui ont suivi joueraient un rôle crucial dans les conflits avec la Syrie. En parallèle, Israël discutait avec la Grande-Bretagne pour l'achat d'un nouveau modèle de char de combat principal. L'accord était sur le point d'être signé, mais les Britanniques ont changé d'avis au dernier moment. Alors Israël a puisé dans les ressources humaines de ses vétérans et a conçu son propre char indigène connu sous le nom de Merkava. Le char a été déployé en quelques années et est rapidement devenu l'emblème de l'industrie de la défense israélienne. Des années plus tard, au milieu des années 1970, les Américains ont fourni aux Israéliens de nouvelles méthodes de surveillance par satellite, mais le système n'était pas assez bon. Manquant de profondeur stratégique, Israël avait besoin d'images satellites en temps réel. Il a donc commencé son propre programme de satellites et en 1988, le satellite Ophek-1 a été lancé en orbite. Du jour au lendemain, Israël est devenu l'une des rares nations avec des capacités de lancement de satellites indépendantes. Dans l'espace est un exploit remarquable, encore plus pour une petite nation.
Mais le facteur sous-jacent qui a accéléré la prouesse technologique d'Israël a été le soutien américain. Depuis 1976, Israël est le plus grand bénéficiaire annuel de l'aide étrangère américaine. Et en 2023, cette aide a atteint un montant stupéfiant de 130 milliards de dollars. Si ce montant était ajusté pour les dépenses annuelles de défense d'Israël, cela signifierait qu'environ un quart du budget militaire d'Israël était et est effectivement financé par les États-Unis. Cette aide a été cruciale pour nourrir l'industrie de l'armement israélienne et la façonner en ce qu'elle est aujourd'hui. Cependant, la relation militaire et financière unique d'Israël avec les États-Unis est réciproque, ce dernier en bénéficiant périodiquement. Par exemple, les satellites de reconnaissance israéliens et les systèmes de défense aérienne ont joué un rôle clé pendant la guerre du Golfe en 1990. Lorsque l'Irak a tiré des salves de missiles Scud vers Israël, cela a secoué l'établissement militaro-politique à la fois à Washington et à Tel Aviv. Les satellites israéliens pouvaient suivre les lance-roquettes ennemies, mais comme les roquettes sont devenues moins chères, plus petites et plus facilement disponibles, la menace ne venait pas seulement des États hostiles, mais aussi des acteurs non étatiques, tels que le Hezbollah et le Hamas. Sur fond de guerre du Golfe, le Hezbollah et le Hamas tirèrent des dizaines de roquettes sur les colonies israéliennes chaque jour. Alors que cela se produisait, il est devenu évident qu'un nouveau type de défense aérienne était nécessaire pour éliminer la menace. Les Israéliens ont donc poussé pour de nouvelles couches de systèmes de défense et en quelques années, ils ont livré 3 nouvelles armes, le dôme de fer, la flèche et la fronde de David. Chacun servait un objectif tactique différent, mais ensemble, ils neutralisèrent la menace des roquettes et des missiles, du moins en termes quantifiables. La suprématie technologique des satellites israéliens et des systèmes de défense antimissiles est rapidement devenue un nom commun. Ironiquement, la France, la Grande-Bretagne et l'Amérique, qui étaient réticentes à exporter des armes vers Israël, cherchent désormais à importer des systèmes israéliens et à conclure des accords. En somme, l'avantage technologique d'Israël l'a aidé à faire face à une variété de menaces émergentes, non seulement dans le domaine physique, mais aussi dans le domaine du cyberespace. La quête d'armes nucléaires par l'Iran et la manière dont les Israéliens y ont fait face à l'époque est un tel exemple. Cela étant, pour acquérir du matériau fissile, les Iraniens ont besoin d'enrichir de l'uranium, ce qui se fait par centrifugation. Cependant, à partir de 2009, les centrifugeuses iraniennes ont commencé à tomber en panne une par une. Le coupable était un ver informatique malveillant appelé Stuxnet, un nouveau type de cyberarme développé conjointement par les États-Unis et Israël. Stuxnet a essentiellement détourné les centrifugeuses de l'Iran, permettant aux contrôleurs d'ajuster la vitesse des moteurs de centrifugeuses jusqu'au point de rupture. Sans tirer un seul coup de feu, la nouvelle arme d'Israël a réussi à dérailler le programme nucléaire de l'Iran de plusieurs années. Le cyberespace est devenu la nouvelle frontière de la guerre moderne, et depuis l'attaque de Stuxnet, Israël s'est imposé comme un leader en matière de cybersécurité et de cyberguerre. Ces dernières années, le saut technologique persistant d'Israël a développé un certain nombre d'effets secondaires constructifs. D'une part, les technologies militaires de pointe l'ont transformé en une nation de start-up. Généralement, il faut du temps pour que les avancées militaires soient traduites en applications civiles, mais en Israël, le processus est plus rapide en raison du manque de bureaucratie entre les législateurs, les investisseurs et les académiciens. Un autre avantage d'avoir une industrie militaire robuste est ce que l'on appelle la diplomatie des armes. Les nations souhaitant acquérir des armes de haute technologie d'Israël doivent améliorer leurs relations diplomatiques et économiques comme condition préalable pour avoir accès à ces armes. Cette diplomatie des armes a permis à Israël de construire des relations stratégiques dans les endroits les plus improbables, y compris certaines nations arabes. En retour, la diplomatie des armes a renforcé la main géopolitique d'Israël. Mais la guerre change constamment et chaque merveille de technologie a tendance à changer celui qui l'emploie. La surconfiance donne un faux sentiment de sécurité qui rend alors la complaisance et l'ubris la norme.
La quête d'Israël pour une supériorité technologique sur des adversaires à faible technologie tels que le Hamas et le Hezbollah a quelque peu obscurci le jugement de l'appareil de renseignement israélien sur les capacités de ses adversaires. Cela peut être évalué à partir de la récente attaque du Hamas. Israël se croyait pratiquement invulnérable à une attaque à grande échelle du Hamas. Le pays a construit l'un des systèmes de défense frontaliers les plus sophistiqués au monde autour de la bande de Gaza, bourré de capteurs avancés et de mitrailleuses télécommandées. Il a également déployé une variété de systèmes antimissiles de pointe, donnant aux civils israéliens un faux sentiment de sécurité qu'ils seraient adéquatement protégés contre les attaques de roquettes et d'artillerie en provenance de Gaza et du sud du Liban, même en cas de conflit majeur. Mais le système de défense aérienne Dôme de fer a été saturé par des milliers de roquettes, chacune coûtant une petite fraction des intercepteurs israéliens. Le soi-disant mur de fer autour de Gaza a été percé, et il y avait beaucoup trop peu de soldats israéliens sur le terrain pour arrêter l'incursion du Hamas. La direction israélienne pensait qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un grand nombre de soldats israéliens sur le terrain, étant donné la clôture de frontières intelligente autour de Gaza. Dans le cas d'Israël, sa fixation sur la haute technologie, ou le culte de la technologie, a créé un faux sentiment de sécurité. Si rien d'autre, le Hamas a réussi à briser le mythe de l'invulnérabilité israélienne. Et supposons que Tel Aviv ne peut pas restaurer cette image d'invulnérabilité et le statu quo qui existait avant, dans ce cas, de plus en plus de puissances hostiles se sentiront habilitées à tester les eaux géopolitiques. Dans le cas d'Israël, l'hubris basé sur la suprématie technologique a conduit à un jugement erroné vis-à-vis des capacités du Hamas. Le gouvernement de Netanyahou a agi comme s'il pouvait avoir le beurre et l'argent du beurre, sans avoir besoin de faire de douloureux compromis. Il pouvait chercher à améliorer ses relations avec ses voisins arabes, tout en se convainquant qu'il gérait et contenait le Hamas et ses alliés avec des ressources minimales. En 2020, les forces de défense israéliennes ont annoncé le développement d'un nouveau concept opérationnel appelé Victoire décisive. Il n'a pas encore été mis en œuvre en raison de retards politiques. Mais dans l'ensemble, le nouveau concept opérationnel vise à changer la façon dont Israël mène les conflits armés et à redéfinir la victoire sur le champ de bataille. L'essentiel du concept reposait sur la prémisse que la technologie supérieure augmenterait la préparation au combat de l'armée israélienne tout en réduisant la taille des forces nécessaires pour mener des opérations militaires efficaces. Plus précisément, le concept de victoire décisive suggère une armée multidomaine conçue pour des opérations combinées et soutenue par l'intelligence artificielle. Grâce à l'apprentissage automatique, les forces hostiles seraient identifiées et suivies, puis un feu précis serait appliqué de manière autonome. Pendant ce temps, la taille et l'échelle des forces terrestres seraient encore réduites. En théorie, cela semblait correct, mais en pratique, cela s'est avéré être tout à fait différent. L'attaque récente du Hamas montre que si les technologies militaires fondamentales d'une nation sont incapacitées ou dépassées et que les soldats sont absents sur le champ de bataille, la dépendance excessive à la technologie devient un handicap car elle introduit un seul point de défaillance. Des soldats prêts au combat, tant en qualité qu'en quantité, restent le composant le plus précieux de la machine militaire. Car en fin de compte, un char ou un drone peut prendre une colline, mais seule la clairvoyance géopolitique peut prendre l'horizon. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report. Merci d'avoir regardé. That's all.